Mes chers parents, je pars, je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro des mardis de l'IH2F, un numéro qui a pour thème accompagner les professeurs et piloter l'éducation musicale dans les territoires. Et en guise d'introduction, vous venez juste de le voir, en ce mardi 21 juin, et à l'occasion de la fête de la musique, je vole, oui, c'était, vous avez pu remarquer, un extrait d'un spectacle scolaire donné en mai dernier dans l'Académie de Strasbourg. L'enseignement de l'éducation musicale participe de la formation générale des élèves tout au long de la scolarité obligatoire. Au lycée devenu enseignement de la musique, elle est proposée au choix des élèves dans différents cadres. De nombreuses actions partenariales se mettent en place au niveau local, venant étoffer l'offre et nécessitant organisation et pilotage pour les acteurs de la communauté éducative. Ce direct, ce soir, se compose de 3 parties. Une première partie relative aux enjeux et au cadre de l'éducation musicale, puis une seconde où nous approfondirons la question de l'accompagnement, et enfin la 3e partie sera plus spécifiquement axée sur le pilotage des structures. Cette émission est exceptionnellement enregistrée. En effet, en ce 21 juin, fête de la musique, nos intervenants sont largement engagés dans les événements de cette fête de la musique. Néanmoins, vous avez toujours la possibilité de poser vos questions par le biais de 2 supports, comme d'habitude, via Twitter avec le hashtag direct IH2EF, ou via l'application menti.com grâce au code qui s'affiche actuellement et à l'instant donc sur vos écrans. Exceptionnellement, là aussi, les réponses seront apportées en différé. Afin de répondre au mieux sur le sujet, nous avons convié autour de la table, messieurs, dames, bonjour. Vincent Maestracci, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Bonjour, bienvenue. Christine Masse-Guéprat, vous êtes inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale dans l'Académie de Strasbourg. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Émeline Collardel. Émeline, vous êtes conseillère pédagogique éducation musicale du département de la Meuse et de l'Académie de Lens-Metz. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Cyril, vous êtes à 2 pas d'ici de la Technopole du Futuroscope. Cyril Savary, vous êtes le principal au collège Arthur Rimbaud, à Latillé plus exactement, de l'Académie de Poitiers. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue donc à vous tous. Tout de suite, je vous propose de commencer par notre première partie, consacrée donc aux enjeux de l'éducation musicale dans le paysage scolaire. Et nous démarrons avec vous, Vincent, pour faire un état des lieux, justement. Merci. Alors, l'éducation musicale est une discipline obligatoire, vous l'avez dit tout à l'heure, de formation générale, tout au long de la scolarité obligatoire, donc jusqu'au terme du parcours collégien. Et devient donc une discipline au choix des élèves lorsqu'ils peuvent y accéder au lycée. La mise en œuvre de cette discipline repose évidemment sur l'engagement quotidien des professeurs qu'il faut donc accompagner. C'est une discipline qui a finalement deux grands objectifs, qui reposent sur 2 grands axes de travail avec les élèves. D'une part, développer leur capacité à s'emparer du langage musical et exprimer leur sensibilité avec le langage musical au départ de l'instrument voix, qui est l'instrument le plus accessible évidemment à l'école pour tous les élèves. Et un autre axe, qui est un autre objectif également, qui est de développer les capacités auditives des élèves sur une diversité d'expressions musicales dans l'espace et dans le temps, et du même coup construire une culture adossée à des références musicales d'aujourd'hui et d'hier. Vincent, qu'en est-il spécifiquement dans le premier degré et pour les professeurs des écoles aujourd'hui ? Alors, dans le premier degré, la situation de l'éducation musicale n'est pas la plus satisfaisante, puisque un récent rapport de l'inspection générale sur l'enseignement en cours moyen
constate que des enseignements artistiques de façon générale, donc arts plastiques et éducation musicale, et donc l'éducation musicale particulièrement, n'est assurée qu'à 36%. Seulement 36%. 36% de l'obligation. Donc, il y a matière évidemment à s'interroger et à prendre un certain nombre d'initiatives pour essayer de remédier à ce déficit d'enseignement. Les causes, nous les connaissons bien. Les professeurs des écoles ne sont pas toujours suffisamment compétents, souvent à tort du reste, pour enseigner la musique. Ils sont un petit peu timides face à un art qui est particulièrement formalisé. L'harmonie, le rythme, le solfège, tout ça fait un peu peur. Bon, mais pourtant, tout le monde écoute de la musique sans se préoccuper d'harmonie, de solfège, de rythme, voilà, parce que tout le monde est évidemment sensible à la musique. Donc, à l'école, les conseillers pédagogiques en éducation musicale, sous l'autorité des inspecteurs de l'éducation nationale et du DAZEN, bien entendu, ont un rôle absolument déterminant pour accompagner les professeurs au plus près des situations qui sont les leurs, tenant compte évidemment de leur parcours avec la musique et les arts, pour finalement leur apporter une confiance et leur permettre d'oser enseigner la musique. On va passer en second degré, notamment au collège, avec la création récente de l'enseignement facultatif, celui du chant choral. C'est quoi exactement ? L'enseignement facultatif du chant choral, c'est un gain en légitimité institutionnelle des chorales scolaires qui existaient depuis des décennies et décennies, depuis près d'un siècle, depuis aussi longtemps que l'école est gratuite, laïque et obligatoire, mais qui vivaient dans une espèce d'apesanteur, sans cadre institutionnel qui soit reconnu et légitime. Le plan choral, annoncé en décembre 2017 et mis en œuvre à compter de la rentrée 2018, a créé un enseignement facultatif de chant choral. Et dans notre école, que les chorales scolaires aient un statut d'enseignement, évidemment, ça leur apporte une légitimité qu'elles n'avaient pas auparavant. Pour autant, tout n'est pas réglé, on en parlera tout à l'heure, certainement. Il y a des problèmes de moyens, de moyens engagés par les établissements qui ne sont pas encore à la hauteur de ceux qui sont prévus par la réglementation. Mais c'est un acquis, malgré tout, de ces 5 dernières années. Alors, plus généralement, au collège, l'éducation musicale est une discipline obligatoire de formation générale, enseignée par des professeurs certifiés et agrégés, encadrée donc par un programme national, comme toutes les disciplines d'enseignement. J'ai coutume de dire que ce programme est inapplicable et que c'est une très bonne chose, puisque ce programme doit être décliné de façon opérationnelle par les professeurs, tenant compte des spécificités locales, des besoins des élèves, des possibilités ouvertes par leur environnement, des possibilités interdisciplinaires, du pilotage de chefs d'établissement, nous en parlerons également. Et puis aussi, l'opérationnalisation des programmes doit prendre en compte la singularité musicale et artistique du professeur pour atteindre sa cible. Donc tout ça suppose évidemment d'être accompagné étroitement, selon diverses modalités. Christine les évoquera tout à l'heure certainement. Donc accompagner les professeurs pour qu'ils puissent construire des stratégies, des activités, des projets au plus près des possibilités qui sont les leurs et des besoins des élèves. On va parler du lycée maintenant. Qu'en est-il ? Rapidement, parce que le lycée, la situation est assez similaire à celle du collège, à une nuance importante près, c'est que l'enseignement de la musique est choisi cette fois par les élèves, que ce soit en spécialité, en option ou en série technologique, sciences et techniques de la musique, du théâtre et de la danse, qui est une série menée en partenariat avec les conservatoires. Et cette offre de formation est rare. Puis je me permets de dire qu'elle est beaucoup trop rare. Et donc, beaucoup d'élèves, vu cette rareté, n'ont pas la possibilité d'y accéder. Autre conséquence, les professeurs sont très isolés.
dans leurs établissements, mais également dans les territoires. Et donc là, on voit bien que les IAIPR, les inspecteurs, ont un rôle très important pour permettre aux professeurs, malgré cet isolement, de travailler collégialement, de réfléchir ensemble pour la mise en œuvre des programmes d'enseignement et les réformes successives qui jalonnent évidemment la vie professionnelle d'un professeur. Dans un établissement du second degré, quels sont les apports des chefs d'établissement au pilotage de la discipline et à l'accompagnement surtout des professeurs ? Les chefs d'établissement ont un rôle essentiel en collège et en lycée. Un rôle essentiel, ils disposent pour mener à bien cette responsabilité de plusieurs leviers. Le premier levier, ce n'est pas véritablement un levier, mais dès lors qu'ils prennent la mesure des vertus particulières de l'éducation musicale, au-delà de la musique à proprement parler, je pense qu'ils mesurent l'intérêt de développer des projets, des activités autour de la musique qui permettent de développer les capacités des élèves à travailler collectivement, à collaborer, à être dans une posture créative, dans une posture imaginative, de mener à bien des projets, à développer leur autonomie. C'est une dimension des enseignements artistiques, mais de la musique particulièrement, notamment sur le plan collectif et collaboratif, qui est très importante, et les chefs d'établissement s'en emparent de plus en plus pour développer des actions permettant de tirer pleinement parti de ces vertus. Ils ont évidemment d'autres leviers, notamment l'équipement des salles spécialisées d'éducation musicale, et puis ils ont aussi à permettre et accompagner au mieux de l'organisation scolaire un certain nombre de projets, notamment relevant de l'éducation artistique et culturelle et associant des partenaires extérieurs. Et ces projets, souvent, bousculent un petit peu l'organisation scolaire, et le soutien du chef d'établissement est absolument déterminant pour permettre une mise en œuvre satisfaisante. Merci beaucoup Vincent. Christine Masgueprat, il me semble nécessaire de s'entendre sur les termes pilotage et accompagnement dans vos espaces de responsabilité. Ces termes renvoient-ils à des concepts complémentaires, opposés, semblables ? Oui, merci. Je pourrais dire qu'en fait, tout en même temps, avec simplicité, je pourrais répondre que accompagner les professeurs, relève du pilotage. Et piloter, c'est aussi accompagner les professeurs. Alors, dans le terme d'accompagner, j'aime bien cette idée de compagnonnage, de marcher avec, ou même de protéger. J'aime bien cette idée de guide, en fait. Et accompagner, pour moi, s'adresse donc aux acteurs qui portent la discipline. Au premier chef, les professeurs, mais aussi les chefs d'établissement, puisque, avec eux, bien sûr, je ne parlerai pas de formation, mais en revanche, il me semble que, comme ils sont les décideurs, on l'a déjà bien expliqué tout à l'heure, comme ils sont les décideurs, pour décider, il est bon d'être éclairé. Le terme de piloter donne une idée de direction, d'expert de la manœuvre, comme en aéronautique. Piloter la discipline revient donc à la déployer dans les territoires, montrer sa présence dans tout le système scolaire et lui donner de la lisibilité, en fait. Renforcer de manière transversale, c'est-à-dire pas seulement dans les champs disciplinaires, puisqu'on en a déjà plus ou moins parlé, et aussi relayer son pouvoir sur la réussite scolaire, notamment dans le cadre des sciences cognitives. On va parler des questions sur la formation avec vous, Emeline Collardel. Justement, un point de vue, un constat. Qu'en est-il sur les questions sur la formation qui est, je pense, très importante? Voilà, alors moi, je vais axer mon propos sur la formation du premier degré et principalement la formation continue. Voilà. On a dit tout à l'heure que les professeurs des écoles sont des êtres qui doivent enseigner toutes les disciplines. Et cette question de pluridisciplinarité est quelque chose de complexe. On ne se sent pas spécialiste. Chaque individu a un rapport qui est différent à la musique,
qui est relatif à son vécu personnel, à son parcours personnel. Donc nous devons proposer différents temps de formation qui vont correspondre à des besoins différents sur des formats aussi qui peuvent être tout à fait différents. Alors moi, je travaille dans un département rural, la Meuse. La Meuse, c'est 30 habitants au kilomètre carré en moyenne et 17 dans le nord du département. Ça, c'est juste pour situer un petit peu les choses. Appuyé sur le projet académique de notre recteur, dans notre département, on l'a décliné dans un plan départemental de formation continue. Ce PDFC, on le construit bien en amont. On a fait le choix d'avoir une brigade de formation continue, c'est-à-dire des remplaçants qui vont pouvoir aller remplacer les professeurs des écoles chaque jour pour qu'eux-mêmes puissent venir se former. Chaque jour, il y en a 25 PE de notre département qui peuvent aller se former. Alors évidemment, il y a des priorités nationales, le plan maths, le plan français, mais on a une vraie volonté du DAZEN et de son adjoint de toujours promouvoir les arts et la culture. Parce qu'on sait très bien que la culture, comme l'EPS, sont essentielles pour ouvrir les élèves vers l'extérieur. En éducation musicale, par exemple... En éducation musicale, quelles sont les propositions de formation? Parce que là, on a d'un côté la formation continue, mais et là, pour le coup... Alors, pour le coup, je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs formats. On peut avoir des stages spécifiques avec un public volontaire. L'enseignant va choisir de s'inscrire sur cette formation. Ça peut être lié à un projet ou ça peut être sur une thématique comme la direction du chœur. Ensuite, on a des stages avec des publics désignés. Dans notre département, on a des stages qu'on appelle les stages réseau d'école pour lesquels les enseignants vont bénéficier de 5 journées de formation sur une année scolaire. Et sur ces 5 journées, il y aura une journée dédiée aux arts. Alors là, on fait des propositions en lien avec les fondamentaux. Par exemple, cette année, moi, j'ai axé ma formation sur l'oral. Alors, à quoi ressemble une journée type de ce genre de stage? Alors, on expérimente beaucoup, hein. On se met en scène, on se met en voix, on analyse, on met des mots sur des ressentis. On peut aborder la physiologie de la voix, la posture, la place de l'individu dans le groupe, des histoires de micro-gestuels liées au regard, au corps qui est parlant. Et puis, on va axer notre propos sur la voix parlée. Les personnes qui sont en formation, souvent, ont peur de devoir chanter devant tout le monde. C'est bien pour ça qu'ils ne s'inscrivent pas aux autres formations. Donc, on est sur de la voix parlée, tout va bien. Et petit à petit, on glisse naturellement vers la voix chantée. Et on se rend compte que oui, le chant permet de développer des compétences utiles dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'animation pédagogique, obligatoire, c'est ça? Alors voilà, il y a un autre format qui sont les animations pédagogiques. Tous les professeurs des écoles du premier degré ont 18 heures d'animation pédagogique obligatoire chaque année. Alors depuis le plan maths et français, certains ont 18 heures de maths, d'autres 18 heures de français, et d'autres peuvent avoir un volant de 6 heures optionnel. Donc là, on établit des formations en lien avec les circonscriptions. Donc soit ce sont des commandes directes des inspecteurs d'éducation nationale, soit ça peut être des propositions aussi de ma part. Alors ça se traduit par une animation pédagogique qui dure 3 heures. Moi, je tiens également, dans ces animations pédagogiques, de toujours proposer des animations pédagogiques au-delà des obligations de service. Pourquoi? Parce que si un professeur des écoles est dans un plan maths ou un plan français, si on ne le laisse pas venir à une formation en éducation musicale, il pourrait se passer plusieurs années sans qu'il y vienne. Et ça permet de se dire que cette formation, elle est reconnue quelque part, voilà, même si elle est au-delà des 18 heures. Alors, ces formations, quand j'en parle avec des copains musiciens, ça les fait sourire parce que c'est des temps très très courts et se dire comment former. Alors on va pas former des musiciens, on est d'accord. Moi je forme des professeurs des écoles pour faire de l'éducation musicale, mais néanmoins on peut leur proposer des formations qui sont sur des temps un peu plus longs. On a mis en place des chœurs d'enseignants. Ça a évolué. Nous on l'a appelé chœur métier de l'éducation. Pourquoi? Parce qu'il y a des professeurs du premier degré, du second degré qui peuvent venir, également d'autres personnels de l'éducation nationale, AESH, ATSEM, on a aussi des musiciens intervenants, des artistes qui peuvent venir.
Le sous-titre de notre cœur de l'éducation nationale, nous, c'est expérience sensible, parce qu'on aime expérimenter différentes esthétiques. On a testé plusieurs formats, voilà, on est toujours en train de tester. On a ce problème de ruralité, on ne va pas prendre sa voiture 2 heures aller, 2 heures retour pour aller faire 1h30 de chant. Donc on essaye tout un tas de dispositifs. Et il y a une petite vidéo si vous voulez voir. Là, vous êtes venu avec une vidéo, c'est un exemple. Hein, c'est un exemple, on voilà. regarde ensemble, c'est parti. Biscotte, petite biscotte, 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 biscotte, petite biscotte. Voilà, c'est un extrait rapide, ça permet de voir l'ambiance. Vincent, vous voulez peut-être réagir à ce que nous voyons juste de voir. Oui, juste un petit mot pour souligner que la musique est une affaire, l'apprentissage de la musique est une affaire de temps, mais surtout de régularité. Et que, en termes de formation, nous devons prendre aussi cette question en compte. Former aux pratiques vocales, à la direction de chœur, suppose du temps et de la régularité. Ces dernières années, se sont développés des chœurs interprofessionnels, intercatégoriels, comme celui que nous venons de voir, un peu partout dans les académies, dans les départements. Et je crois que c'est un outil extrêmement précieux de formation continue pour dépasser pour les uns, les inquiétudes qui les empêchent d'investir, d'oser l'éducation musicale à l'école, et pour les autres, d'approfondir leur formation en termes de pratique vocale, de direction de chœur, et je pense particulièrement aux professeurs du second degré. Merci Vincent. Alors justement, Emeline, quelles sont les propositions aussi faites par les partenaires ? Voilà, on relaye auprès de nos enseignants des propositions faites par nos partenaires sur des temps de week-end ou des temps de vacances. On travaille notamment avec l'INEC Mission Voix Lorraine. On a par exemple eu des propositions de formation qui durent 3 jours, formation qui s'appelle Éclat de voix, et dans lesquelles on a pu croiser des personnalités telles que Didier Grosjean qui travaille au CREA, Thibault Loup qui dirige une maîtrise. Il y avait également une orthophoniste. Une autre année, il y avait divers chanteurs qui pouvaient être là, beatboxers. Voilà, on peut rencontrer tout un tas de personnes très, très intéressantes. À savoir que c'était des formations qui étaient gratuites pour les enseignants. Et on a également une proposition de la part de l'Académie musicale de Villecroze qui forme chaque année les conseillers pédagogiques en éducation musicale et qui invite aussi quelques enseignants. Je suis allée cette année, par exemple, sur un stage chanter en maternelle avec des enseignants du département. Voilà. Alors, en plus de toute l'offre, quand on est conseiller pédagogique en éducation musicale, on peut aller dans les classes. Les classes sont ouvertes. En général, on est plutôt très, très bien accueillis par les collègues. Et c'est suite à des demandes d'enseignants sur des points précis. Alors après, nous, on a différentes possibilités. Soit on impulse une séquence en animant une séance et en donnant quelques pistes de travail. Soit on peut aller observer une séance et donner des conseils, par exemple, pour améliorer une gestique, pour donner des indicateurs en termes d'évaluation, pour se dire comment je dois être exigeant avec ces enfants-là. Voilà. On incite en fait de façon permanente à faire de la musique. On a aussi l'outil Internet. On essaye d'apporter notre contribution via des lettres d'info où on envoie des propositions par mail de chant ou d'écoute ou de percussion corporelle avec des outils
qui vont bien. Voilà, je le rappelle, avec des professeurs des écoles qui ne sont pas forcément spécialistes. Donc si on a un enregistrement, une vidéo, des paroles, des explications, ça peut aussi aider. Dans tout ça, il faut que les inspecteurs de l'éducation nationale fassent confiance aux conseillers pédagogiques en éducation musicale, parce qu'en général, on connaît la musique, on connaît l'école, et on arrive à proposer quelque chose à nos collègues. Vincent, je vois que vous voulez réagir. Oui, je pense effectivement que les inspecteurs doivent faire confiance au CPEM, conseiller pédagogique en éducation musicale, comme les inspecteurs doivent faire confiance aux professeurs. Je crois que cette confiance est absolument nécessaire, chacun dans son rôle, mais que chacun bénéficie finalement de cette confiance qui est au centre de la relation professionnelle entre les uns et les autres. Le témoignage d'Emeline nous montre bien le rôle très important joué par les conseillers pédagogiques en éducation musicale pour contribuer à la mise en œuvre effective de l'éducation musicale dans le premier degré. Mais ça ne peut aller de pair avec la poursuite du lent délitement du corps des conseillers pédagogiques en éducation musicale, qui était, même d'ailleurs il y a un peu plus de 20 ans, qui était plus de 200, je crois 237, et qui sont aujourd'hui, qui ne sont plus que 150. Il faut que le ministère sache ce qu'il souhaite, soit développer les pratiques vocales et l'éducation musicale dans le premier degré et s'en donner les moyens, soit ne pas s'en donner les moyens et en assumer les conséquences. Merci. On l'a entendu, c'est accompagner le geste technique que vient de décliner Emeline Conardel. Christine, ma question, existe-t-il d'autres angles pour accompagner les professeurs ? Effectivement, sans revenir sur toutes les nombreuses possibilités de formation qu'Emeline vient de décliner, sachez simplement qu'au niveau académique, ce sera sensiblement la même chose, avec un plan académique de formation, avec la constitution d'une équipe de formateurs, avec une équipe, moi j'ai ajouté une équipe de ce que j'ai appelé l'équipe de réflexion pour savoir dans quelle direction organiser la formation. Parallèlement, je dois rajouter au niveau académique une formation pour les contractuels, une formation pour les professeurs de lycée pour préparer les épreuves du baccalauréat, une formation pour la préparation aux concours internes, une formation pour les valeurs de la République. J'envoie des professeurs aux plans nationaux de formation. Je travaille avec Cadence, qui est l'équivalent de l'INEC, qui est une agence nationale pour la musique, régionale pour la musique, et puis aussi avec le centre de formateurs des musiciens intervenants. On travaille avec Villecroze. Je ne reviens pas sur tous ces dispositifs qu'Emeline a déclinés. J'ajoute une manière d'accompagner les professeurs sous leur aspect humain, c'est-à-dire que j'attache une certaine importance, peut-être même une prépondérance, à la confiance que je leur accorde et je leur fais savoir. C'est-à-dire que à travers un dialogue franc et régulier, pendant la Covid, ce dialogue a été distant, mais nous avons fait en sorte qu'il existe tout de même. J'organise 8 réunions pédagogiques par an, à travers lesquelles nous pouvons discuter tous ensemble, par petits groupes, pour justement privilégier une relation de proximité. Toutes les catégories, les agrégés, les contractuels, les M2 alternants, tout le monde en même temps, puisqu'en fait, dans la classe, le métier est sensiblement le même. Je romps cet isolement dont a parlé Vincent tout à l'heure. Je donne des espaces de réflexion, des respirations réflexives pour discuter, pour partager, pour échanger, pour conforter, consolider, inventer des apprentissages qui permettront aux élèves de réussir. Je fabrique ce qu'on appelle communément l'intelligence collective, à travers laquelle je placerai chaque fois que je peux une forme d'ambition scolaire. À partir du moment où les professeurs sont formés en amont, nous pouvons installer une forme d'ambition. Le deuxième point qui me paraît important, c'est c'est l'aspect de la légitimité qui a déjà traversé nos propos depuis le début de cette émission. La légitimité. Notamment, par exemple, sur un point précis, je donnerai un exemple précis, sur l'évaluation. L'évaluation, c'est un grand chantier qui traverse toute la scolarité, qui a commencé avec la réforme du collège et qui maintenant se poursuit dans la réforme du lycée, et donc qui pose
des questions vives, on peut peut-être les appeler comme ça, des questions vives aux professeurs, puisque le contrôle continu compte pour 40% de la note globale du baccalauréat. Donc ce contrôle continu, qui est porté par l'évaluation des professeurs, devient validant. Et donc, il pose de grandes questions. Donc, ce vaste chantier, pour consolider la légitimité des professeurs, il faut leur permettre d'assumer, de réaliser et d'assumer leur part subjective dans l'évaluation. Et plus cette part subjective sera travaillée, ou plutôt plus l'évaluation sera travaillée, installée scientifiquement, éclairée, partagée par des pairs, travaillée avec les corps d'inspection, conduite par compétence même, moins la question de la légitimité se posera, il me semble. Le dernier point, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est un terme qu'on entend souvent, mais qui est installé par exemple dans les entretiens individuels. Là, je suis passée dans la phase entretien individuel après être passée sur la phase collectif. Ce travail individuel, je le conduis au moment des rendez-vous de carrière avec les chefs d'établissement, j'en parlerai tout à l'heure, des visites conseils, mais même des visites de titularisation de professeurs en train de réussir leur professionnalisation. Je pense qu'il est terminé le temps où l'inspecteur était le contrôleur par rapport à la norme. L'inspecteur est là, enfin moi je vois mon métier d'inspectrice, c'est le moment où j'interroge, où j'invite le professeur à s'interroger lui-même, à trouver ses points forts, ses points faibles, à prendre appui éventuellement de ses erreurs, s'il en a, et de pouvoir grandir de tout cela, argumenter ses choix, mettre en lumière sa plus-value dans sa classe, dans l'établissement, mais même hors les murs, quand il s'agit d'un spectacle scolaire, comme dont nous avons vu un exemple tout à l'heure. Cette espèce de maïeutique que j'installe permettra le prolongement de cette réflexion salutaire, féconde, quand le professeur se retrouvera seul dans ses préparations, ou en tout cas quand nous nous serons quittés. Et je pense que cette réflexion est importante aussi pour un professeur quand il est face à face à un groupe qu'il observe. Donc pour tout être humain, le fait de travailler tout cela permet une forme d'estime de soi qui me paraît importante, mais aussi permet le dépassement pour pouvoir grandir en développement professionnel. Vincent, vous voulez réagir ? Oui, bien quand on parle d'accompagnement des professeurs, de questions pédagogiques, à quel point nous sommes mal nommés, inspecteurs. On ne contrôle pas, on accompagne. Alors on ne va pas dire accompagnateur, ça ne fait pas très sérieux. Mais nous sommes véritablement des accompagnateurs et pas des inspecteurs qui seraient dans le contrôle. Très bien, merci pour ces précisions. Cyril Savary, je rappelle que vous êtes principal au collège Arthur Rimbaud à Latillé, dans l'académie de Poitiers, justement dans un établissement scolaire du second degré. Quel est le rôle du chef d'établissement dans le pilotage du développement des pratiques collectives ? Alors d'abord, pour rebondir sur les propos de Christine tout à l'heure, le chef d'établissement est le premier pédagogue. Et s'il n'est pas expert, en tout cas, il impulse et il accompagne lui aussi. Et il ne doit absolument pas se poser la question de la légitimité. Donc le rôle du chef d'établissement dans le développement des pratiques collectives, d'abord, c'est de repérer les forces sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer. Ensuite, il faut que le diagnostic soit le plus partagé possible. Parce que si on veut travailler collectivement, il faut que du coup les objectifs et la grande direction soient partagés pour mieux mobiliser. Parce qu'il faut mobiliser au-delà des professeurs d'éducation artistique, il faut mobiliser le collectif et il faut communiquer sur les effets bénéfiques. Parce qu'il y a des effets bénéfiques sur le climat scolaire et ils sont nets, ils ont été prouvés par différentes études, notamment sur la qualité de vie, ensuite sur les stratégies d'équipe, sur les pratiques partenariales et bien évidemment il y a un effet sur la pédagogie et sur la coopération. Il faut bien évidemment que le chef d'établissement mobilise quelques moyens sur la DGH et là, on peut avoir des effets importants à moindre coût. Donc ça, il faut le savoir. Après, il faut bien sûr accompagner les enseignants dans leur volonté de formation, donner les moyens, donner du temps, également pour la concertation. Et à la fin, le petit plus, le plaisir, c'est valoriser. Voilà. Une autre question, quels sont les effets sur lesquels il est possible dans ces cas-là de s'appuyer ?
Alors les effets sont très nombreux, hein. D'abord, le premier, c'est le sentiment d'appartenance et la fierté. Et là, quand on travaille ces deux points, on s'adresse aux élèves qui veulent aller vers l'excellence et aussi vers les élèves qui sont en besoin d'ancrochage. Ensuite, il y a un effet, c'est que ça profite à tous. Permettez-moi le jeu de mots, mais le cœur est au cœur du socle. C'est-à-dire que toutes les disciplines, tous les domaines ont un lien avec le travail collectif. Ensuite, on va développer ce qu'on appelle les CPS, les compétences psychosociales. La première, c'est on va développer chez les jeunes la pensée créative et l'esprit critique. On va développer la confiance en soi. On va développer le sentiment d'empathie. On va développer la gestion du stress et la meilleure gestion des émotions. Tout cela contribue à construire des jeunes qui sont de futurs citoyens. Alors, vous êtes venu avec un témoignage en vidéo, c'est ça? C'est quoi exactement, avant qu'on le regarde? Alors, c'est le témoignage très court et bref d'une enseignante et d'une élève. Alors, c'est parti, écoutons. La pratique du chant choral, pour moi, donc, est quelque chose de très important qui amène beaucoup pour les élèves, déjà pour la cohésion d'un groupe, pour l'écoute, pour le bien-être que procure la pratique vocale. Hein. Maintenant, c'est quelque chose qui est reconnu. Ça apporte beaucoup, on est en collectivité et on apprend à connaître d'autres personnes que notre groupe choral à nous. Et c'est aussi une fierté de chanter devant nos parents et pour nos professeurs. Et ça amène quand même une grande concentration auprès des élèves qui sont vraiment dans l'écoute quand on fait ce type de pratique et un travail collectif qui a vraiment beaucoup d'intérêt. Voilà donc pour le témoignage. Je vois que Vincent, vous voulez donc rebondir sur ce que nous venons juste de voir. Oui, à propos de formation des professeurs, je disais tout à l'heure que l'objet pratique musicale suppose des formes de formation qui soient adaptées. De la même façon, l'objet enseignement de la musique suppose des espaces qui le soient tout autant. Ce qu'on a vu dans cette vidéo montre bien que dès lors qu'un espace n'est pas organisé frontalement, qu'il est sans table, qu'il libère un espace qu'on peut investir de différentes façons, eh bien on est plus aisément dans une situation de pratique musicale collective, dans des situations de pratique musicale collective. Allez, avant que nous arrivions à la troisième partie sur pilotage, je voulais peut-être compléter. Oui, justement, Vincent met l'accent sur la configuration de la salle. Il y a quelques années, j'avais donné comme travail académique passer du face-à-face au côte-à-côte. Donc, nous avions travaillé tous ensemble la manière, comment faire de la musique tous ensemble, comment organiser la salle pour que précisément l'écoute mutuelle, la créativité, l'invention, l'erreur, le plaisir puissent trouver de la place, parce qu'en fait, organiser la salle d'éducation musicale relève d'une réflexion pédagogique. On avait imaginé des situations sans chef, comme on l'a vu déjà tout à l'heure aussi, avec des situations avec un autre chef que le professeur, des situations où on partage l'autorité, où on partage les tâches administratives, comme par exemple l'appel, où on partage des tâches techniques, comme par exemple enregistrer une salle. Tout ceci ressemblait déjà à l'époque à l'approche d'un enseignement furieusement démocratique, où chacun trouve sa place, la place qu'on lui assigne, la place qu'il choisit, la place dans laquelle il va pouvoir faire progresser tout le groupe ou pas, la place où il pourra être leader, la place où il pourra s'effacer pour que le groupe puisse s'épanouir et que chacun entende tout le monde. Voilà. Une citoyenneté incarnée. Une citoyenneté incarnée, parce que les valeurs de la République en éducation musicale, nous permettons à nos jeunes de les vivre plutôt que de les enseigner. Elles sont incarnées, oui. Merci beaucoup, Christine. Émeline Colonel, parlez-nous des échanges avec les partenaires. Alors, on a la chance dans le premier degré, sur certains territoires, d'avoir des partenaires qui sont des dumistes. Est-ce que vous savez ce que c'est des dumistes? Ou peut-être pas forcément tous. Les dumistes sont des personnes qui sont allées en formation pendant 2 ans dans des centres de formation de musiciens intervenants. Voilà, le CFMI, Centre de formation de musiciens intervenants. Oui. Et qui sont aptes à travailler en classe avec toute une classe.
Alors attention, ils ne sont pas là pour remplacer le professeur des écoles. C'est bien un travail en partenariat, le musicien intervenant, plus le professeur des écoles qui est visé et qui est recherché. Et ça, c'est vraiment c'est un réel atout pour nos élèves. Et c'est un travail qui est complètement complémentaire à ma mission de CPEM, conseillère pédagogique en éducation musicale. Alors c'est du mixte, quand on est conseiller pédagogique en éducation musicale, il faut essayer de construire ce réseau de du mixte, de le pérenniser. On a aussi besoin de les former. Alors par rapport à ça, on a un dispositif nous, qui existe, qui s'appelait Charte avant, qui s'appelait DCCE, qui s'appellera, je ne sais pas trop comment... Développement du chant. Voilà. Et nous, dans ces dispositifs, on organise des formations pour lesquelles sont invités ensemble en binôme le musicien intervenant et l'enseignant de la classe. Et c'est vraiment des formations qui sont très, très riches. Ces dumistes sont employés ils sont sous l'autorité d'un directeur, souvent de conservatoire. Je veux dire souvent, ça peut être aussi d'une collectivité. Et on essaie aussi de tisser un réseau avec les directeurs de conservatoires et des écoles de musique du département. Et avec ce réseau, on se réunit plusieurs fois par an et on tente de faire des propositions conjointes. Merci, Emeline. Cyril, vous l'avez évoqué il y a quelques secondes dans vos propos précédents, les liaisons entre le premier degré et le second degré peuvent s'installer autour des pratiques collectives ? Oui, c'est quelque chose d'important. D'abord, l'établissement ne doit pas rester fermé sur lui-même, donc il peut s'ouvrir à des partenaires extérieurs, mais les écoles du premier degré sont souvent un partenaire incontournable. Et le facteur de réussite, en fait, sera la confiance que les enseignants vont avoir mutuellement les uns envers les autres pour ensuite pouvoir se former de manière commune, pour partager des compétences, pour avoir un développement professionnel collectif. Un niveau n'est jamais l'exécutant d'un autre niveau. Par exemple, le premier degré ne doit pas être l'exécutant du second degré. Et moi, j'ai eu l'occasion d'observer comme ça des partages de compétences où, du coup, le projet initial, c'était une chorale, après des classes chantantes, après des chams, ensuite des classes chantantes interdegrés. Et là, on a vu que ça a rayonné sur un pôle éducatif territorial. Et quand on est en milieu rural, c'est une chance, en fait, de pouvoir partager et faire développer les compétences. Justement, à ce propos, une étude a été réalisée, ce que vous me disiez tout à l'heure, à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Christine ? Oui, justement, à Strasbourg a été installé DEMOS, c'est-à-dire un dispositif d'éducation musicale à visée sociale, en partenariat avec la Philharmonie de Paris. Ouais. Et une étude a été menée après les 3 années de DEMOS, du suivi de DEMOS par ces jeunes à l'école élémentaire. Donc, l'étude a pointe une véritable plus-value éducative, scolaire, puisque les jeunes qui avaient suivi les 3 années à l'entrée de 6e, lors des évaluations de l'entrée de 6e, augmentent de 19 points leurs compétences en fluence. Alors, l'étude pointe cette chose-là, mais c'est important aussi de remarquer que l'étude montre également des compétences augmentées, on va dire augmentées, dans les travaux de mathématiques et de français. Donc, ce que nous subodorions, nous, les acteurs de terrain, de manière intuitive et de manière empirique, eh bien, ces choses-là sont statistiquement et scientifiquement étayées. Je ne reviendrai pas sur les travaux d'Hervé Platel ou d'Emmanuel Bigan, des neuroscientifiques, qui montrent que la musique permet d'améliorer des compétences intellectuelles, ou en tout cas modifie sensiblement le cerveau. Oui, Vincent. Oui. Juste une petite précision, c'est une étude très sérieuse menée par l'ADEP, oui. Donc très, très instructive, et vous voyez bien, fluence, expression orale, abstraction. La musique est un art étonnamment abstrait, puisqu'il est évanescent.
on ne le voit pas. Bon, il repose sur des règles, mais pour maîtriser la musique, il faut investir et développer ses capacités d'abstraction. Et on voit bien finalement que ces compétences, on voit à travers ces études à quel point ces compétences sont développées chez les élèves par des pratiques musicales collectives. Oui, parce que notre système évalue des compétences en mathématiques, en français, mais peut-être que nous pourrions aussi évaluer des compétences socio-comportementales, puisque intuitivement, on remarque que les jeunes qui arrivent en 6e ont une idée du groupe. Ils ont un rapport à l'autre qui est apaisé, alors que Demos s'est installé dans des réseaux d'éducation prioritaires. Merci Christine. Alors Cyril, parlons, quelles sont les attentes, les leviers, les besoins aujourd'hui dans le second degré? Alors l'attente première, en fait, c'est la formation. Il faut que nos enseignants puissent se former, d'abord avoir accès à des données chiffrées scientifiques sur les effets, ensuite développer leurs pratiques. Et ils ont également besoin de temps de concertation. Il faut qu'ils développent leur créativité. On veut accompagner les jeunes vers plus de créativité. Il faut que nous aussi, nous puissions développer notre créativité en inventant, en développant des compétences. Là, cette année, dans l'établissement que j'ai la chance de diriger, les enseignants sont en train d'inventer un nouveau dispositif en expérimentation de classe à quart d'heure chantant, pour que ça profite à toutes les disciplines, en maths, en sciences physiques, en français. On chanterait très régulièrement. Les enseignants sont en train d'inventer quelque chose qui n'existe pas, et donc du coup ils ont besoin de temps et ils ont besoin d'apports extérieurs. C'est là que nous sollicitons les IAIPR, que nous sollicitons des professionnels qui viennent du conservatoire, voilà. Ensuite, c'est la valorisation. Il faut vraiment communiquer sur ce qui se fait de bien et qui touche tous les jeunes et pas que ceux qui vont au conservatoire. C'est-à-dire que nous, on s'adresse à tous les élèves, donc c'est une chance. Et on a besoin de s'ouvrir. L'ouverture nous permet en fait de pratiquer une sorte d'auto-évaluation et du coup d'améliorer nos pratiques. L'école n'est pas fermée. Et quand on est dans le milieu rural, c'est une chance en fait de rompre cet isolement. Alors justement, nous allons regarder dans quelques instants un extrait issu de l'Opéra national du Rhin. Christine, c'est quoi exactement ? Alors précisément, Cyril vient de dire, l'école n'est pas fermée. Là, vous allez voir un travail qui a été mené au long cours avec un chef d'orchestre un chef d'orchestre compositeur qui a dédié un opéra pour une classe à réaménager musique, une CHAM, installée dans un réseau d'éducation prioritaire à Strasbourg. Et on voit bien ce travail d'excellence mené par un professionnel qui embarque dans la projection des jeunes élèves de tous bords. Donc c'est très intéressant de voir ce travail au long cours. Vincent tout à l'heure expliquait que l'éducation musicale, c'est une affaire de temps. Et là, pendant 1 an, le chef d'orchestre est venu travailler, Howard Moody, qui est venu d'Angleterre, est venu travailler avec les jeunes. Allez. Et le spectacle est de très grande qualité, professionnelle. Regardons ensemble ce travail d'excellence. Les mains. Le rap américain. What shall we do? La répétition a commencé en août. Les écoles, c'est magnifique, le support des professeurs et le son de ce groupe mixte. Il apprend la musique, par exemple, on chante un son, il imite immédiatement. On va vous parler un peu en détail de ce projet des Rêveurs de la Lune auquel vous allez prendre part. Alors d'abord, un créateur important, c'est Howard, qui a écrit la musique, Howard Moody. Il va vous parler de l'œuvre, on peut l'applaudir. Let us
Bien, merci à vous. Parlons d'un exemple de projet fédérateur à Immeline, cycle 3. Je parle école et collège, la charte rock avec toutes les écoles d'un secteur de collège. Oui. Alors, on peut monter des projets fédérateurs, soit pour des écoles, mais on peut également essayer de travailler la liaison école-collège avec ces projets. On vient d'en terminer un vendredi dernier avec le collège d'Ansemont, collège rural, je rappelle encore. Ce projet concernait 285 élèves, 10 classes, 3 classes de 6e, toutes les autres c'était des CM1, CM2 du secteur. Alors, comment est-ce qu'on a procédé avec le principal du collège ? Je l'ai d'abord contacté par téléphone en juin 2021. Ce principal, Cyril Burtot, était en pleine réflexion pour redynamiser la liaison cycle 3 après un temps de pause lié au Covid. Et la proposition que je lui ai faite a été une opportunité. Ensuite, à la rentrée de septembre, au niveau du conseil école-collège, ils ont validé le projet, puis décidé de modalités de travail, etc. Tout au long de l'année, on a eu plusieurs rencontres pour travailler ensemble. Voilà, le principal avec moi. Lui, le principal, après relayé auprès de ses professeurs, moi auprès des professeurs du premier degré. On a mis les parents dans le coup aussi, parce qu'il faut jamais oublier que les parents, c'est aussi les premiers partenaires de l'éducation. On a envoyé un questionnaire pour qu'ils nous aident à constituer le répertoire. C'était une première manière de les intéresser à ce qui se passe à l'école ou au collège. On avait prévu une formation pour laquelle, il y aurait dû avoir les professeurs des écoles, les professeurs de collège concernés. Bon, le Covid est passé par là, on n'a pas pu la faire, on s'est organisé, on est allé... moi j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée voir chacun et on a pu quand même faire les choses. Un autre point essentiel dans ces projets école-collège, on a constitué toujours la même communication auprès des parents. À chaque fois. C'est important, je pense, pour les parents, parce que quand on est parent, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les établissements. Les seules choses qu'on voit, c'est ce qui revient à la maison, et la communication, elle en fait partie. Alors, on avait un même objet de travail, c'est un répertoire rock en anglais, mais à l'intérieur de ce répertoire, chaque classe pouvait se l'approprier à sa manière, et c'est un projet qui a finalement laissé une part de liberté, de créativité auprès de chacun. Il faut vraiment être convaincu que dans la liaison école-collège, il n'y a pas que les maths et le français. Un projet cycle 3 en musique, ça permet de construire une méthodologie de travail. Ça permet que les gens se rencontrent, se connaissent. Puis ils peuvent ainsi tisser des liens qui sont formels ou informels. Ils peuvent discuter et ensuite travailler ensemble. Finalement, un projet artistique, c'est un objet de travail concret qui va permettre de relancer du travail collaboratif et des échanges. Alors là, on peut faire le bilan puisque on a terminé vendredi. C'était une grosse journée. On a transformé la cour du collège en salle de concert. Alors, outre le progrès et le plaisir des élèves, indéniable, ce projet, il a vraiment permis de fédérer et dynamiser les équipes avec cette belle journée de récompense, parce que voilà, la journée de concert, finalement, c'est la récompense de tout le travail de l'année. Sur cette journée de concert, évidemment, il y avait les professeurs concernés, mais toute l'équipe du collège était là, était présente dans l'organisation, dans l'accueil du public, dans la captation vidéo, un peu comme des bénévoles d'un festival. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait une ambiance incroyable. On est encore tous un peu sous l'émotion de cette journée qui était super chouette. Les parents étaient ravis. On reçoit des retours positifs de tous les côtés. Et j'ai envie de dire que ce genre de projet, ça donne vraiment une très belle image de l'école et de notre institution. Voilà, ces projets ils peuvent se faire partout. Bon voilà, faut se donner les moyens humains. Tu t'es dit, l'émission passe rapidement, trop rapidement. On peut en dire plus. Peut-être un petit mot rapide, Vincent, sur ce qu'on vient de dire. Un petit mot pour dire que je me réjouis qu'il y ait des projets autour de la musique rock à l'école. Ouais. Il y en a également au second degré. Et juste souligner un point, c'est que l'éducation musicale s'attache vraiment à ouvrir les oreilles des élèves vers une diversité de répertoires, qu'il s'agisse des musiques actuelles, des musiques dites savantes, de tradition écrite, des musiques orales, évidemment d'aujourd'hui, d'hier, mais aussi d'ici et d'ailleurs. Dans ce monde où on peut accéder extrêmement facilement à une immensité de ressources musicales et sonores. Je pense que la responsabilité de l'école, c'est de développer des compétences chez les élèves pour aborder
avec tout l'esprit critique nécessaire, toute cette information auquel ils ont accès. Vous voulez réagir? 2 mots. Hein. Oui, je voulais aussi ajouter le fait je voulais dire qu'il est essentiel que nous soyons tous ensemble. Moi, par exemple, dans mon travail de pilotage, parce que vous avez compris que nous venons de glisser depuis un moment déjà dans le pilotage de l'éducation musicale, je travaille avec la DOS, c'est-à-dire la division de l'organisation scolaire, avec la DPE, c'est-à-dire la division des personnels enseignants, avec les chefs d'établissement, avec des partenaires extérieurs, avec la DAC, l'action culturelle. Et si nous réussissons à conjuguer toutes nos forces, nous pouvons faire bouger les lignes. Allez, nous allons nous quitter dans quelques instants, mais Vincent, avant qu'on se quitte, on va parler de l'arrivée du Pass Culture et notamment de sa part collective. Vous semble-t-il plutôt, ce Pass Culture, devoir mobiliser particulièrement les chefs d'établissement pour piloter l'éducation artistique aujourd'hui? Oui, juste en 2 mots avant de laisser la parole à Cyril, qui en parlera beaucoup mieux que moi, c'est situer un peu l'arrivée du Pass Culture, oui. Arrivée très récente puisque ça a été généralisé au mois de janvier dernier. Et ça sera, d'après ce qu'a indiqué le président de la République, ça devrait être étendu à la classe de 6e, donc à l'ensemble des niveaux du collège, l'année prochaine. Il s'agit finalement de développer et de structurer davantage que ça ne l'est aujourd'hui l'éducation artistique culturelle et faire en sorte effectivement que l'ensemble des élèves aient accès à la culture, aux arts, aux artistes et découvrent finalement leur environnement culturel. Donc le Pass Culture, je passe tout de suite la parole à Cyril qui en parlera plus précisément que moi. Très rapidement, en fait, c'est des moyens importants que nous n'aurions jamais pu mobiliser sans ce Pass Culture. Et là, moi, les collègues, la collègue principale adjointe et la référente culturelle dans l'établissement sont en train de préparer un formidable festival avec la venue d'artistes et les élèves vont pouvoir rencontrer ces artistes et on va travailler quelque chose d'essentiel qui est avant tout la notion de plaisir. Voilà, pour clôturer l'année, c'est exceptionnel. Et pour clôturer l'émission, c'est pas mal non plus. Exactement. La notion de plaisir. Exactement. Merci à vous 4. Et avant de se quitter, je vous propose de retrouver Sylvaine pour la présentation de la sélection de ressources. Sylvaine, c'est à vous. Merci Gilles. Bonjour à toutes et tous. Déjà, l'avant-dernière émission de la saison. C'est signe que les vacances approchent, alors courage à vous. Comme on prête à Aristote la célèbre citation « La musique adoucit les mœurs », prêtons les yeux et les oreilles à quelques références sur l'éducation musicale. Point de silence ni de soupir sur le site Eduscol, sur lequel on trouvera quantité de ressources dédiées à l'éducation musicale. Dans la rubrique Actualité par exemple, vous y trouverez les derniers textes officiels, les textes de cadrage de la discipline et les derniers dossiers pédagogiques qui ont été mis en ligne. On y fait également des focus sur l'éducation musicale par cycle ou par filière. Les programmes sont ainsi mis à disposition de tous. Vous y trouverez également des exemples de projets menés dans les classes avec à chaque fois de nombreuses ressources pour vous aider. Dans une autre rubrique, on fera coexister cette fois-ci le numérique et l'éducation musicale à travers différents sites qui agrègent, là encore, de nombreuses ressources. Par exemple, on y retrouvera le site Edubase, la lettre Edunum Éducation musicale, ou les TRAM, les travaux académiques mutualisés, ou encore les sites académiques dédiés. On citera 3 sites incontournables, EduTech, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, un portail de sites de référence partenaires de l'éducation musicale, Musique Prime, un site spécifique à l'éducation musicale à l'école et au collège. Et Vox, ma chorale interactive, qui propose des outils et des répertoires d'œuvres, des tutos, des références pour des chefs de chœur de tout niveau, qu'ils soient débutants ou confirmés. Et propose également un accompagnement spécifique pour tous les débutants. Et c'est le fruit, donc, ce site, d'une collaboration entre Radio France et Arte, entre autres. Je vous propose également une mosaïque de sites sur lesquels vous pourrez trouver des partitions de chant choral avec les droits d'utilisation. Musique Prime, dont je viens de parler, Les Enfants de la SIC, qui est le fruit d'un partenariat entre Canopée et les Francopholies de La Rochelle, entre autres, et qui propose des dossiers pédagogiques pour découvrir un artiste francophone, un artiste différent chaque année.
Sur le site Chansons contemporaines, vous découvrirez le projet cherchant à regrouper à la fois des professionnels et des amateurs de la chanson, ainsi que de nombreuses partitions en vente, tout public. Sur le site des éditions À Cœur Joie, on trouvera là encore des recueils et des partitions de chant choral, ainsi que des propositions d'ateliers à mener en classe avec vos élèves. Dans le même genre, on trouvera sur le site Music Shop Europe des quantités de partitions au format numérique pour tous les instruments et la voix. On y propose également des instruments, des accessoires, des songbooks à la vente. Bien sûr, tout cela, il s'agit aucunement de faire de la publicité pour tel ou tel site marchand, mais simplement d'indiquer des exemples de sites qui vous proposent donc des ressources qui ont été vérifiées et validées et qui ont été notamment suggérées par M. Maestracci, inspecteur général, que je remercie au passage pour son aide précieuse. Je vous invite à aller vous balader également sur le site de la Philharmonie de Paris et y découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, le projet Demos, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Qu'est-ce que c'est que Demos ? Eh bien, je vous cite le descriptif du site. C'est un projet de démocratisation culturelle qui s'adresse à des enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones rurales insuffisamment dotées en institutions culturelles. Il fait à la fois collaborer des acteurs du champ éducatif, culturel et social et tisse des partenariats avec de nombreux acteurs sur le territoire. Et pour terminer ce tour, bien sûr non exhaustif de ressources musicales, quoi de mieux pour se détendre que de se plonger dans l'ambiance d'un concert ? C'est ce que propose Arte Concert sur son site, avec plus de 900 concerts en streaming, et il y en a pour tous les goûts. Actuellement, c'est le Hellfest qui est à l'honneur. Donc on passe du métal au baroque, en passant par l'opéra et les ballets. Vous y trouverez forcément de quoi passer une excellente soirée. Je vais à présent conclure ce point ressources en chanson. Non, je plaisante bien entendu. Juste vous rappeler que toutes les émissions diffusées depuis le début, c'est-à-dire en septembre 2020, sont en ligne sur la page des mardis de l'IH2EF de notre site internet. Chers intervenants, Gilles, je vous laisse composer la mesure finale de cette émission. Quant à moi, je vous retrouverai le 5 juillet pour la dernière émission de la saison, donc, qui portera sur les trajectoires professionnelles des cadres en formation. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, chantez sous la douche, chantez en voiture, chantez n'importe où et n'importe quand, ça fait toujours du bien. Merci de votre fidélité. Rendez-vous le 5 juillet donc. Gilles, c'est à vous. Merci beaucoup Sylvaine pour cette belle présentation. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de l'IH2EF pour la présentation de cette émission. Et merci encore à vous, à nos 4 invités. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les replays sur le site internet de l'IH2EF.gouv.fr et sur la chaîne YouTube de l'IH2EF. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 5 juillet prochain pour une émission qui aura pour thème Trajectoire des professionnels, des cadres et liens avec la formation. Merci à tous pour votre fidélité et très belle soirée. Et nous nous quittons avec la Marseillaise. Pourquoi la Marseillaise, Christine ? Pour montrer un projet mené dans une classe de lycée, à travers lequel on voit des élèves qui ont écrit les paroles, écrit la musique, conçu le projet, le concert, et qui ont participé à un concours La Marseillaise est à nous, et qui ont eu le prix. Et bien voilà, nous écoutons ensemble, c'est la fête de la musique, c'est parti. Ce sont nos châteaux, nos Chambord et Fontainebleau. Ce sont aussi tous nos combats pour affirmer nos idéaux. Ce sont nos vies effervescentes, pleines d'ambition. Ce sont des gens de tous âges, confessions, horizons. Ce sont des sommets enneigés et des vagues d'azur. Ce sont 1000 frontières et un mélange de cultures. C'est la France, aux nombreux paysages. C'est notre France, aux multiples visages.